Et vous le savez très bien, les épreuves nous rendent très souvent vulnérables, mais elles sont aussi le moyen par lequel nous nous redéfinissons. C'est ce qu'on va voir certainement dans le témoignage du jour. À partir du thème « Issu d'une famille nombreuse, j'ai appris à compter sur moi-même ». Assokou Djessa Franck est notre invité témoin. Dans quelques instants, il fera son entrée sur ce plateau. Mais avant, son portrait. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Il se nomme Assokou Djessa Franck. Sa mère est originaire de Mankobenankro dans la région de Bondoukou et son père de Zokou-Lilié dans la région de Lakota. Né le 22 février 1991, c'est auprès de sa mère qu'il grandira jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, il arrive à Abidjan avec son père, douanier, qui eut au total 11 enfants. C'est à la cité Abdoulaye Diallo de Yopougon qu'il parachève son cycle primaire avant de se retrouver au collège La Sorbonne de Yopougon. Malheureusement, il abandonnera l'école en classe de terminale A, faute de moyens. À ce moment-là, son père était déjà à la retraite. Entre petits métiers et sentiment d'abandon, Franck se forgera un mental et un caractère qui l'aideront à remonter la pente. La suite de son histoire avec Caroline sur le plateau de C'est Midi. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Alors là, bonjour et bienvenue. Merci. Ça vous a fait quoi tout de suite quand vous avez entendu les wouh? Un frisson. Oui. Ça vous a fait des frissons? Oui, bien sûr. Oula, j'imagine. Merci beaucoup. Comme donc de retour sur le plateau de C'est Midi, Assokou Djessa Franck est notre invité témoin. Alors, il faut dire que vous êtes le 9e, c'est bien cela, oui, d'une fratrie de 11 enfants. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre un peu l'ambiance qui a régné dans votre environnement quand vous étiez petit? Bon, quand j'étais petit, d'abord, en premier temps, je suis né dans le village maternel. D'accord. Voilà, à Mankobenankro, qui est un département de Bondoukou. Voilà, donc ma mère qui fut musulmane, voilà, et mon père chrétien. Donc c'est à l'âge de 6 ans que mon père m'a récupéré pour que je puisse grandir avec mes autres frères utérins et mes soeurs utérines. Voilà. Donc bon, en fait, on vivait en parfaite harmonie, en fait. Voilà, on s'aimait les uns les autres. Ce qui m'a beaucoup plu chez mes frères, c'est-à-dire à la famille paternelle, notre père a réussi à nous donner une éducation vraiment, comment on dit ça, un peu particulière, quoi. Parce que parmi les 11 enfants, sincèrement, de ce côté, je lui tire chapeau. Parmi les 11 enfants, il n'y a pas de drogués, il n'y a pas de fumeurs, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de bandits. Ça, c'est déjà bon. Mais dans cette cour... Quand tu dis que leur papa leur a donné une éducation particulière, je suis vraiment curieux. Je voudrais que vous nous décriviez un peu seulement. Quelles sont les caractéristiques de cette manière d'éduquer les enfants qui vous a si bien marqué? Bon, d'abord, mon père, il était un douanier. Voilà, un douanier. Donc, on a pour habitude de connaître les corps habillés sur le fait, comment on dit ça, un peu énervé, au fait. Voilà, et puis, un peu sévère et rigoureux. Voilà. Simplement, même pour une cuillère cassée par esprit, même, dis donc, imagine. Mais ça, c'est pas les douaniers, c'est les militaires qui font ça. Non, mais la plupart des corps habillés. Mon père, d'abord, bon, il fut d'abord militaire d'abord. Voilà. Après militaire, il est allé directement à la douane. Donc maintenant, c'est à la douane qu'il a appris. Mais il n'était pas trop dur avec vous? Ça va, on peut Non, dire? non, pas trop dur. D'accord. Pas trop dur. Il ne mettait pas de différence entre les enfants. C'est-à-dire, bon, celui-là, il a de telle mère, celui-là de telle mère, non. Il mettait tout le monde au même rang. Et il n'y avait pas que ses enfants à la maison, il y avait aussi des cousins, oui, des neveux, des cousines. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous vous plaignez parfois de la présence de ces nombreux cousins et neveux à la maison? Non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On acceptait tout le monde au fait, quoi. Parce que le vieux, il a appris tout le monde à s'aimer les uns, à s'aimer les uns les autres. C'est-à-dire, bon, celui, par exemple, c'est le cousin, mais on ne doit pas l'appeler cousin, c'est notre grand frère. Celle-là, c'est notre cousine, mais on l'appelle grande sœur. C'est-à-dire, comme si on venait de la même mère, quoi.
Et cette belle harmonie familiale va malheureusement se détruire lorsque papa part à la retraite. C'est bien cela. Oui. Nous vous écoutons. Bon, quand mon père a pris sa retraite, c'était en 2007. Voilà, en 2007. En 2007, 2007, je peux dire 2009, ça a commencé à dégringoler en tout cas. Ça n'allait pas. Particulièrement, moi, il me fallait 200 francs. Pardon, on me donnait 200 francs par jour pour que je puisse aller à l'école. Au départ, vous aviez combien? Bon, au départ, j'avais 2000, 1500. Les enfants sont gâtés, franchement. Oui, bien sûr. Bien sûr, sans compter les petits pouvoirs. Bon, quand le père quitte en mission, tout ça, sincèrement, on était à l'aise. Voilà, on était à l'aise avec le père. On a visité plusieurs villes de la sous-région. Voilà, plusieurs villes. Donc, on a appris aussi beaucoup de cultures étrangères, tout ça. Donc, quand le père a pris sa retraite, vraiment, ça n'a pas été du tout facile. Et c'est ce qui vous a obligé, et c'est ce qui vous a contraint, je dirais, d'abandonner les études. Ouais, oui. Sans compter que le père lui-même, il n'avait plus les moyens pour pousser encore plus les enfants à aller de l'avant. Parce que bon, ceux qui sont nés, comment dire même, les premières personnes, eux, ils ont su bénéficier du service en plein temps de notre père, en fait. Moi, particulièrement, je suis le 9e. Donc, je ne sais pas, bon, je suis né on va dire que vous êtes parmi les derniers. Voilà, on peut dire parmi les derniers. Donc, quelqu'un qui est né, par exemple, en 91, et puis le père prend sa retraite en 2007. Il n'y a pas assez d'écart, en fait, quoi. Du moment où non, tu vas marcher, par exemple, faire 4 pattes, marcher, aller maintenant au jardin jusqu'à ce que tu arrives, comment ça même, en terminale. Le père n'avait plus toutes ses forces. Donc, il a fallu maintenant que je prenne conscience, en fait. Parce que, la mère n'est plus. La mère n'est plus, je n'ai personne derrière moi. Vous avez perdu votre mère à quel âge? Oui, à l'âge de 16 ans. De 16 ans. Oui, 16 ans. 16 ans, j'étais au CM2. Alors, au CM2. Donc, je l'ai perdu à 3 au CM2? À 3 mois. À 3 mois avant la compo. Avant la compo. Donc, dès qu'elle a décédé, bon, elle fut musulmane. Donc, ils l'ont enterrée juste derrière moi. Et c'est le lendemain que j'ai appris qu'elle est décédée. En ce temps, elle était déjà enterrée. Les gens sont étonnés de ce quand vous soyez, que vous ayez été au CM2 à l'âge de 16 ans. Il y a eu un souci? Oui. Il y a eu un souci? Oui, un souci dans l'enfance. Au niveau de l'enfance? D'accord, voilà, d'accord. Il y a eu un souci. Donc, vous avez redoublé plusieurs fois, là? Bon, au fait, c'est moi, j'avais beaucoup la tête en l'air. Ah, d'accord. Ouais, ça je vais l'avouer. Bon, parce que le père, il nous gâtait, en tout cas. En tout cas, nous, on se résumait juste à l'amusement, tout ça. Mais après, bon, on a pris conscience, quoi. Voilà, on a pris conscience. Et dès qu'elle est décédée, on allait faire les sacrifices 1 mois après. Et 2 mois après, bon, j'ai composé, j'ai eu le CP. Le CP, maintenant, j'ai commencé mon cycle secondaire. Secondaire. Donc, quand le père a pris sa retraite, ça n'allait plus. Maintenant, il a fallu maintenant que chacun maintenant se booste lui-même. Voilà comment j'ai commencé à l'âge de 19 ans. J'ai commencé par creuser trop, comme on dit, 3 mètres de profondeur sur 4 mètres. Donc, on était 2 à 3 personnes, pas trop. Seulement que pour gagner 2500 francs par jour. Donc, je l'ai fait. De l'argent que vous gagnez déjà au primaire. Ouais. Là, la vie va commencer à vous enseigner. C'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, après creuser trop, bon, j'ai poussé les autres trop. Les engins à 2 euros. Là, vous êtes devenu voilà. poussier. Oui. Donc, je livrais des chaises et des bâches. Voilà, dans des cérémonies, tout ça. Donc, j'avais au moins 200 chaises sur le rétro. Traverser l'autoroute du Nord avec, aller livrer à l'autre bout. Sans manquer pour avoir juste 3 000, 4 000 en fait. Oui. Vos frères aînés, je veux dire que puisqu'ils avaient quand même bénéficié, on va dire, d'une certaine aisance, je suppose qu'ils sont allés peut-être un peu loin dans les études et qu'ils ont pu à l'avenir avoir des situations stables. Est-ce qu'ils ne vous soutenaient pas après donc, la retraite, le départ à la retraite de votre père? Bon, Bon, chacun fait de son mieux en tout cas. Chacun fait de son mieux, mais ce n'est pas tout qu'on peut faire.
Bon, au moment où vous faites les manœuvrages, Oui. vous creusez des trous et tout ça, vous aviez quel niveau? En ce temps-là, Oui. oui, j'avais le BPC. Vous avez le BPC. Oui. Et quelle était la réaction de vos proches quand ils vous voyaient dans ces petites tâches de manœuvre? Et vous-même, le sentiment que vous aviez de vous-même, c'était comment? Bon, moi particulièrement, moi je n'avais pas honte en tout cas. Parce que je savais d'où je venais en fait. Ok. Je savais d'où je venais. Et je sais que si j'essaie de me jouer, bon, comme on le dit, choco, 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 bon, oh merde, que vais-je manger moi? En tout cas. Que vais-je manger? Bon, on me disait que non, celui-là, son papa est douanier, il est là, il fait ça, il fait ça, il fait ça. En fait, je n'aimais pas raconter au fait, ma vie privée, voilà, à mes amis, tout ça. Mais j'avais un but. Mon but, c'était que, de un, ma mère n'est plus. Donc, il me faut quand même lui rendre honneur. Parce que j'étais le dernier de ma mère. Donc, j'ai voulu à tout prix me frayer un chemin. Et au moment où vous faisiez ces petits travaux-là, vous viviez où? Mais toujours avec mon père. Avec votre père. Toujours moi. Et qu'est-ce qu'il en pensait? Est-ce qu'il vous encourageait dans ce sens ou il était carrément désespéré? Bon, mon père, c'est le genre de père. En fait, non, il n'était pas trop rattaché à ses enfants, en fait. Il était toujours parti, en fait. Donc, quand il a pris sa retraite, avec l'effet de la fatigue, en fait, il est toujours tendu. Quand tu viens le soir, tu le salues, ça va? Tu as quitté au travail, oui, ok. Bref, ça reste là. Là, c'est un changement qui se produit quand il ne travaille plus. Ouais. Voilà. Parce qu'au départ, vous avez dit qu'il était plutôt rassembleur. Voilà, rassembleur, tout ça. Mais là, Mais il nous disait toujours que maintenant... il n'avait pas pu préparer peut-être à sa retraite. Donc, je me rappelle, un matin, je causais avec lui. Et il m'a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, mon fils, tu vois, j'ai aidé beaucoup de personnes. Vos neveux, vos nièces, tout ça là. Mais moi-même, mes propres enfants, je n'ai pas pu faire quelque chose pour eux. Et c'est vous aujourd'hui qui payez quelques trucs pour m'envoyer. Je lui ai dit, mais le vieux, c'est la vie. Hein. Nous, particulièrement, ça nous fait de leçons, en tout cas. Ouais. Ça nous fait de leçons. Ce que si tu n'as rien à perdre, tu as plutôt à gagner, au fait. Parce que nous, on est là. Ça vous sert de quel genre de leçons quand vous dites ça? Ça vous sert de leçons dans quel sens? Il ne faut pas s'occuper de ses cousins, de ses neveux, laisser ses propres enfants? Non, non. La leçon que ça nous donne, c'est que tu peux aider autrui, mais ne penche pas toute ton attention sur autrui. Ton enfant est là aussi. Fais aussi quelque chose pour lui. Demande-lui actuellement qu'est-ce qu'il veut faire, au fait. C'est ce qu'on n'a pas pu bénéficier de notre père, au fait. Si dans le bas âge, il avait appelé chacun de nous, au fait, pour nous dire, bon, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, dans ce même cadre-là, essayer de nous pousser légèrement un peu. Mais en même temps, il a fait ce qu'il pouvait, il vous a mis à l'école aussi. L'école, c'est l'essentiel. Vous aurez pu profiter de ces moments-là, parce que vous avez dit que vous avez perdu énormément de temps. Alors moi, je me dis, vous êtes arrivé jusqu'au niveau de BPC, est-ce que vous avez essayé de passer des concours? Oui. Mais ça n'a pas marché? Non. D'accord. Non. Jusqu'à ce que je décide maintenant de passer le permis de conduire. Voilà. Donc là, il a sollicité la petite soeur à ma mère. Donc je lui ai expliqué un peu le projet du permis de conduire que j'aimerais faire. Parce que j'étais sûr de moi que non, ça pouvait m'envoyer quand même... à un certain niveau. Oui, très sûr de moi. Comme si je le voyais au fait, quoi. J'étais très sûr de moi. Donc elle me disait que non, mais tu vas faire quoi? Tu es trop jeune pour le permis? Ou bien tu veux frimer devant les filles, tout ça. J'ai dit non. Mais vous ne lui avez pas clairement exposé votre projet? Si. D'accord. Je lui ai expliqué que j'ai besoin du permis parce que j'ai besoin du permis pour travailler plus tard avec. Et pour cela, ça va prendre assez de temps pour apprendre à rouler, tout ça. Donc, dès maintenant, dès que j'ai le permis, j'aurai le temps pour apprendre à rouler jusqu'à ce que là, j'arrive. Elle vous remet l'argent ou pas? Non, elle m'a dit, OK, elle va m'aider avec 50 000 francs, mais d'attendre dans 7 mois. Mais justement, quand on vient de ce type de famille, qu'on a eu, on a vraiment manqué de rien, qu'on se retrouve dans cette situation-là, est-ce qu'on est tenté de faire des choses un peu illégales? Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit? Oui. Quoi, par exemple? Je me rappelle, j'étais vigile. J'ai fait assez de taf, en tout cas, assez de boulot. Assez.
Donc, j'étais vigile de mon jeune noir. Donc, un matin, je me réveille. Bon, j'arrive au travail. Donc, je me change rapidement, je m'habille de ma tenue. Et il y avait 4 jeunes qui passaient. Donc, il y a un qui est venu, qui m'a tiré. Il dit, mon frère, toi, tu es malade. Donc, je lui ai dit, mais on se connaît. Il dit, non, mais attends, toi, joli garçon, tu fais quoi dans le jeune noir? Hein? Toi, comme ça, comme toi, il y a des bonnes femmes qui te cherchent. Qui cherchent ce genre de garçons comme viens, on va partir. Donc, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, mon frère, il n'y a pas envie de casser ta tête, qui de moi. Donc là, il m'a dit, non, mais tu te gâtes dans le jeune noir, tu te gâtes. J'ai dit, mon frère, je sais d'où je viens, au revoir. Et il voulait vous emmener à être un gigolo. Ouais. Il ne savait pas que vous n'étiez pas un garçon facile. Non. Ça, il ne savait pas. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Bon, après ça, bon, j'ai travaillé aussi dans un bar à Angers, voilà, où j'étais serveur. Bon, en fait, j'étais confronté à plusieurs difficultés. Vous avez accueilli les petits métiers, mais est-ce que vous aviez un projet clair dans votre tête? Est-ce que vous arriviez à vous projeter en vous disant, dans 2 ans, où j'aimerais faire telle chose, ou dans 5 ans, j'aimerais faire telle chose? Est-ce que vous avez une idée claire de ce que vous vouliez faire de votre vie? J'ai opté pour le permis. Pourquoi? Parce que je me disais qu'avec le permis, néanmoins, en travaillant, je pourrais faire des économies. Et avec ça, je pourrais faire maintenant l'activité que je rêve tant de faire. C'était quoi? Il s'agissait de quelle activité? En fait, c'est d'intégrer l'armée. Vous voulez intégrer l'armée? Intégrer l'armée. Et non, ça, moi, j'ai un amour fou pour l'armée. Mais il faut absolument avoir le permis. Le permis? Enfin, ok, donc le permis allait vous permettre de travailler. Oui, de travailler. Mettre de l'argent de côté. Voilà, maintenant pour payer mes frais d'instruction. D'accord. Voilà. D'accord. Okay. Parce que sans le travail, mais qui va le faire pour moi? En tout cas. Personne. Personne. Mais l'armée, à quel niveau? Vous êtes à quel niveau de votre projet? Bon, pour l'instant, je suis encore aux côtés. On ne va pas tout dire, on garde. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Notre invité témoin se nomme Assokou Gessa Frank. Alors, pour tout dire, c'est à l'âge de 15 ans, entre 15 ans et 16 ans, qu'il perd sa mère. 2 ans plus tard, c'est son père qui part à la retraite. Alors, par faute de moyens, quelques années après, il est obligé d'abandonner donc les bancs, obligé d'abandonner les études pour se retrouver, je ne dirais pas à la rue, mais en train de faire de petits boulots pour s'en sortir. Il ne voulait compter sur personne que sur lui-même, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous accumulez petit boulot après petit boulot. Pourquoi vous n'abandonnez pas? Pourquoi vous ne vous dites pas, j'en ai marre, moi j'ai vécu dans l'opulence, moi j'ai connu la richesse, et c'est pas des boulots pour moi en fait. J'ai juste envie de stopper. Ou pourquoi vous ne vous donnez pas à la facilité? Bon, ça m'est frôlé un peu la tête en tout cas. Ça, je ne veux pas le nier en tout cas. Ouais. Bah, ça rejoint un tout petit peu la question de Jessica. Mais déjà, on parlait de votre rêve. Parce que vous étiez sur le point de réaliser votre rêve. Vous avez toujours rêvé d'être un militaire. Et voilà, est-ce que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté comme convenu pour parvenir à cet objectif? Oui, j'ai passé plusieurs fois ce test, voilà, plusieurs fois. Mais ça n'a pas été toujours positif. Voilà, ça n'a pas été toujours positif. Est-ce que c'est tard ou bien vous avez encore des chances? Non, j'ai encore des chances. Vous avez encore des chances? Oui, d'accord. Donc vous allez continuer? Oui, parce que en 2010, juste après la crise, j'ai perdu des papiers en fait. Des papiers, donc j'étais obligé de refaire des papiers. Voilà, donc actuellement, j'ai l'âge même pour passer le concours de la gendarmerie. Ok. Voilà, actuellement même. Mais voilà. je pense que vous avez quand même des chances, hein. Franchement. La taille, tout cela, vous avez le physique, le gabarit qui va avec. Hein. Il ne faut pas abandonner. Essayez de voir ce qui vous fait échouer et puis travailler là-dessus. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous attire dans ce métier? Pourquoi vous... C'est pour rafler les gens qui Non, Philo, tu n'es plus possible. Non. En fait, c'est un truc depuis l'enfance en fait, qui m'a animé, quoi. Influencé par votre... C'est certainement par papa. Oui, merci. Ouais. Et ce côté-là aussi. Et je me rappelle lorsqu'il était en mission, il avait sa calache. Dès qu'il arrive, le chargeur, il enlevait. Petit, viens ici, tiens, allons-y. Toi, tu étais encore habillé, non? J'ai dit oui. J'ai dit, soldat, allons-y, prends. Moi, je prenais la calache et puis j'attrapais jusqu'à dans la chambre. J'ai déposé. C'est mignon! C'est mignon, ça!
Bon, c'est pas ça seulement qui vous encourage à devenir cuisinier, non? Bon, en fait, il a été ma toute première motivation, en fait. D'accord. Peut-être l'envie de protéger les autres aussi, parce que c'est ça Oui. la mission En première. tout cas, j'aimerais bien vous l'entendre dire. Ouais. Merci beaucoup sur ce. Paulus Agathon vient nous communiquer les réactions des téléspectateurs. Paulus. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Un jour, je demanderai à Dr Philo d'imiter Paulus. Mais c'est pas aujourd'hui. Non, ça va pas énormément. Il imite tout le monde, hein. Non, il vaut mieux Il pas. imite tout le monde. Il vaut mieux pas. Il imite Monsieur Joseph Ondjou, Madame Dekao, tout le monde. Voilà, c'est son travail, c'est ce qu'il fait au bureau. Alors, Et Paulus. il est serré, apparemment, il n'attend que ce jour. Alors, bonjour Caroline. Bonjour, à Paulus. toutes, bonjour à tous. Eh bien, en ce qui concerne les messages de nos internautes, nous avons Vérard Dacry qui dit « Quand vous dites que vous ne vouliez compter sur personne, en réalité, c'est parce que personne ne vous a tendu la main ou c'est simplement parce que vous vouliez porter la fierté d'un succès solitaire ?» Je n'avais personne ce qui comptait. Donc, s'il y avait des gens, c'est sûr que... Bien sûr. Non, mais est-ce que vous êtes allé frapper à des portes? Parce que parfois on dit ça, mais on n'ose pas aller demander. Est-ce que vous êtes parti et qu'on vous a fermé les portes et tout? Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. On a ensuite Morel Alloué qui dit dans cette quête du succès seul, c'est vrai qu'il y a eu la perte de vos deux parents, mais quelle est la grande difficulté que vous avez, à laquelle vous avez dû faire face et comment l'avez-vous surmontée? Bon, ma plus grande difficulté, c'est lorsque j'ai sollicité l'aide de ma tante, qu'elle m'a dit dans 7 mois. Là, c'est une manière de me dire non, en tout cas. Mais pourquoi? Peut-être que sur le moment, elle n'avait pas les moyens. Elle avait peut-être ses réalités à elle. Mais 7 mois. 7 mois, pendant que j'avais commencé déjà moi-même ma scolarité du permis. Attends encore jusqu'à 7 mois pour... Mais les gens aussi ont terminer. leur responsabilité, ont leur charge. Vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe dans leur vie. Elle se disait peut-être Ah oui. que selon ses prévisions, dans 7 mois, elle 7 mois, serait elle à aurait même de vous remettre cette somme. Oui, mais C'est moi, ton en ce jamais. temps, j'avais faim. J'avais faim. J'avais faim. Le besoin était là. À l'université, j'ai sollicité un tonton pour 7500 francs. 7500, il m'a dit d'attendre l'année prochaine. C'est-à-dire, cette année, là, de laisser d'attendre. Je vous jure, sérieux, c'est mon témoignage. Je vous jure. Sérieux? C'est mon témoignage. Oui, il a dit, ah, ben, si ça ne va pas, donc il faut laisser cette année-là. L'année prochaine, tu vas reprendre la classe. Il n'y a pas de souci. Mais je me suis débrouillé, j'ai eu les 7500, je suis allé composer. Et il n'a pas oublié. Comment j'avais oublié? Il dit, c'est que tu m'as dit. Il dit, c'est là. Il dit, wow! Mais j'ai fait. Voilà, ça démontre sa bonne foi. Voilà. Oui, Oui, moi le doyen. je dis aux jeunes gens, il est bien de se faire aider, il est bien de compter sur les autres, mais il faut apprendre à ne compter que sur soi-même et sur Dieu. Si vous demandez de l'aide, en attendant que cette aide vienne, apprenez à pallier le plus pressé, par votre propre moyen. Vous devez manger, vous avez dit tout à l'heure, vous devez manger. C'était pressé, vous ne pouvez pas attendre l'intervention de votre tante. Il fallait faire quelque chose. Creuser le trou, dans l'immédiat, vous avez quelque chose pour manger. Et c'est ce que vous avez fait. C'est très bien. Merci beaucoup. Le dernier message, il concerne une situation à laquelle on fait face dans nos sociétés, mais qui est diversement interprétée, celui de Odilon Gueux. Il dit, de votre expérience, quel regard portez-vous sur les parents qui ont les moyens de réaliser des choses pour leurs enfants, mais préfèrent que ces derniers vivent la galère qu'ils ont connue? Chaque parent n'a pas le même amour pour tous ses enfants. Bon, supposons une famille de 5 enfants, mais de différentes mères. Vous êtes sûr que les parents auront le même amour pour chacun des enfants? Ça arrive. Possible. Oui, Non. nous sommes sûrs. Non, même pas. Ok. Même pas. Il y aura toujours des difficultés entre les deux parents. Parce que chaque enfant a sa mère. Mais Donc, vous n'avez pas connu cela, puisque vous nous avez dit que votre père vous aimait tous autant. Oui. Non, ce côté, ça je le reconnais. Oui, ça, je le reconnais. Donc en gros, vous pensez que si un parent ne fait pas quelque chose pour son enfant, c'est peut-être parce qu'il ne l'aime pas? Oui, je peux le dire. D'accord. Bon, c'est son avis, on lui concède. Et c'est avec ce message que moi je vais prendre congé de vous en ce qui concerne l'émission de ce jour. Rendez-vous prochainement à la même heure parce que vos réactions nous intéressent. Merci beaucoup, Paulus. Alors,
nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Déjà, de votre propre histoire, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que votre histoire vous a enseigné? Est-ce que si, après le départ à la retraite de votre papa, tout vous était offert sur un plateau d'or et qu'aujourd'hui, vous aviez peut-être un boulot, un travail honorable dans un bureau, je ne sais pas, quelque part, dans une entreprise, est-ce que vous auriez apprécié les choses de la même manière que vous le faites aujourd'hui? Pas totalement. Parce que quand tu as appris à compter sur toi-même, tu as une manière de voir, de considérer la vie, quoi, en fait. Quand tu vois ton prochain, déjà même dans la rue qui s'adonne, comment il s'appelle, au commerce de vente des sachets d'eau dans la rue, sur le soleil, automatiquement, je me rappelle le fait, quoi. Donc vous avez un certain respect, oui, une certaine compassion aussi pour ces personnes parce que vous êtes passé par là. Par là, par là. Et je connais ce que la vie. Quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui aux jeunes qui ont tout abandonné, qui se disent « papa n'est pas là, maman n'est pas là, je n'ai personne, je n'ai pas de travail et de toutes les façons, dans cette société, il n'y a pas de travail, je suis au chômage et personne ne s'occupe de moi ». Quel genre de conseil? Le conseil que je peux donner à mes frères ivoiriens, à mes frères qui vivent ici même dans ce pays, il est vrai que vous avez votre difficulté à vos yeux, mais essayez de les ignorer. C'est d'abord de chercher à faire un boulot comme aide-maçon, le métier de vigile. Il y a plus de petits trucs d'abord, quoi. Avec ce peu qu'ils vont gagner, ils pourront au moins faire un peu de commerce, faire un peu de projet pour accumuler un peu d'économie, pour maintenant booster, voilà. Et ça vous permet de vivre non seulement à l'abri du besoin, mais de vivre dignement. Dignement, merci. Merci infiniment. Merci beaucoup, Franck, d'être venu partager votre expérience avec nous. Surmonter les épreuves plus que le courage est un art de vie. C'est ce qu'on peut retenir.